RFI, il est 18h à Paris, 16h en temps universel. Le journal en français facile. Juliette Pietraszewski. À la une de ce journal, Kamala Harris est désormais officiellement la candidate démocrate pour la présidentielle américaine. À Chicago, hier soir, la vice-présidente a fait un discours mentionnant la situation au Proche-Orient. On va y revenir. À suivre aussi le Premier ministre indien en visite en Ukraine, le premier chef d'État du pays à faire le déplacement. Il s'est déclaré résolument favorable à la paix entre les Russes et les Ukrainiens. Au Bangladesh, d'importantes inondations meurtrières. Près de 4 500 000 personnes sont affectées par ces phénomènes, en cause des pluies torrentielles. Et puis au Botswana, un diamant de taille exceptionnelle découvert. Ce sera en fin de journal. Le journal en français facile. Aux États-Unis, Kamala Harris a officiellement accepté l'investiture de son parti pour la présidentielle hier soir. L'investiture, c'est-à-dire sa désignation pour devenir la candidate officielle des démocrates. Lors de son discours de clôture de la convention du parti, Kamala Harris a notamment défini les contours de sa politique moyenne-orientale si elle était élue. En résumé, cessez-le-feu et libération des otages, soutien à Israël et autodétermination du peuple palestinien. Un discours convenu devant un public acquis de Chicago ce jeudi. Mais en dehors de ce discours, les manifestants pro-Palestine se comptaient encore en milliers. On y revient avec Mathis Slimano. On peut dire que Kamala Harris a évité le pire, que des voix différentes sur le conflit à Gaza n'interrompent son discours dans l'enceinte de la Convention. Lors de ses précédents meetings, les slogans et drapeaux palestiniens avaient leur place. Des délégués de ce mouvement dit non engagés étaient même présents les 2 premiers jours de la Convention. Mais hier soir, pas de fausses notes. Dehors, les militants demandaient qu'un Américain palestinien s'exprime à la tribune, à l'image du discours émouvant mercredi des parents d'un otage détenu à Gaza, mais le Parti démocrate a refusé l'idée. Kamala Harris doit jouer les équilibristes entre vote juif et vote arabo-musulman. Les premiers s'interrogent sur sa politique israélienne, elle qui a toujours été plus critique que Joe Biden. Les autres craignent que la candidate démocrate se pose en héritière d'un Biden qui finance coûte que coûte Israël. 20 milliards de dollars, c'est la nouvelle aide américaine pour armer l'État hébreu. Une division que Harris tente de gérer jusqu'au scrutin, mais dont son rival profite. Sur son réseau social, Donald Trump a affirmé que Kamala Harris détestait Israël et qu'elle avait causé l'attaque terroriste du 7 octobre. Le dossier du Proche-Orient est donc abordé pendant cette campagne présidentielle américaine. Aujourd'hui, en Égypte et plus précisément au Caire, des négociateurs israéliens, de même que le chef de la CIA, participaient à des pourparlers en vue d'une trêve dans la bande de Gaza, associée à une libération d'otages. Des négociations qui ont lieu une semaine après d'autres discussions au Qatar autour d'un cessez-le-feu. Des progrès ont été faits dans les discussions, affirme de son côté la Maison-Blanche. Selon le ministère de la Santé du Hamas, depuis octobre, plus de 40 200 personnes sont mortes dans la bande de Gaza. En parallèle, au Liban, le ministère libanais de la Santé a annoncé la mort de 7 personnes dans des frappes israéliennes dans le sud du pays. 3 d'entre elles seraient des combattants du mouvement islamiste Hezbollah. Depuis le début de la guerre dans la bande de Gaza, les échanges de tirs transfrontaliers entre le Hezbollah pro-iranien et Israël sont quasi quotidiens. La guerre en Ukraine se poursuit, elle aussi. Le Premier ministre indien Narendra Modi était en visite officielle dans le pays aujourd'hui. Il a expliqué être résolument favorable à la paix entre les Russes et les Ukrainiens. Sa visite a été décrite comme très symbolique et historique par le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Pour rappel, l'Inde entretient traditionnellement d'excellentes relations avec Moscou. Par ailleurs, Narendra Modi est le premier chef du gouvernement indien à se rendre en Ukraine, alors que le conflit s'éternise et qu'aucune solution diplomatique n'apparaît à l'horizon. Le Premier ministre indien a promis une aide à ce pays. On l'écoute.
En cette période de crise, les besoins sont nombreux et l'Inde a fait de son mieux pour y répondre tout en gardant une perspective humanitaire au centre de ses préoccupations. Je vous assure que quelle que soit l'aide requise d'un point de vue humanitaire, l'Inde sera toujours à vos côtés et se surpassera pour vous soutenir. Nous nous sommes tenus à l'écart de la guerre avec beaucoup de conviction. Cela ne signifie pas que nous sommes restés indifférents. Nous n'avons pas été neutres dès le premier jour. Nous avons pris parti et nous défendons fermement la paix. Le mois dernier, lorsque je me suis rendu en Russie pour rencontrer le président Poutine, je lui ai dit très clairement que les problèmes ne peuvent être résolus sur le champ de bataille. Le seul moyen de les résoudre passe par le dialogue et la diplomatie. Je vous assure que l'Inde est prête à apporter sa contribution active à tous les efforts déployés en faveur de la paix. Personnellement, en tant qu'ami, si je peux jouer un rôle quelconque, j'aimerais beaucoup le faire en faveur d'une résolution pacifique. Voilà pour cette prise de parole du Premier ministre indien en Ukraine. Et puis en Russie, dans le sud-ouest du pays, dans une prison de la région de Volgograd, les 4 prisonniers qui avaient pris en otage des gardiens ont été tués et les otages libérés, a annoncé la garde nationale russe. On y reviendra dans le journal de 19h. On va prendre la direction du Bangladesh. Des inondations massives et meurtrières sont en train de toucher le pays dans un contexte politique déjà mouvementé après plusieurs semaines de manifestations durement réprimées. La première ministre, Sheikh Hasina, a démissionné dans la foulée, laissant la place au gouvernement intérimaire de Mohamed Yunus. Selon un bilan provisoire, les inondations ont déjà fait 15 morts au moins. Près de 4 500 000 personnes sont affectées par ces inondations causées par des pluies torrentielles. On y revient avec Lucille Gimbert. De l'eau brune jusqu'à la taille, les enfants portés sur les épaules et de gros sacs accrochés en hauteur pour tenter de sauver quelques affaires. Les images qui parviennent du Bangladesh montrent des villes, des villages et des champs submergés. 11 des 64 districts du pays sont touchés par ces inondations qui ont été très soudaines d'après les locaux. Shomapti Khan est étudiante à Dhaka. Depuis hier, elle se mobilise dans la capitale pour venir en aide aux sinistrés. Tout le monde essaye de s'entraider, de toutes les castes et toutes les religions. Nous collectons de l'argent, de la nourriture, des habits. Je suis étudiante et hier j'ai collecté de l'argent toute la journée. Ensuite, nous avons acheté de la nourriture, des habits. Comme les zones sinistrées sont toutes sous l'eau, les bus ne parviennent qu'à certains endroits. Nous allons donc là-bas par bateau. On loue des bateaux, certains nous donnent le leur ou offrent du carburant. Tout le monde essaye d'aider. Au Bangladesh, les pluies de mousson causent chaque année des dégâts considérables, mais le réchauffement climatique les rend encore plus intenses et encore plus fréquentes. Et sur place, les étudiants et des membres du nouveau gouvernement du Bangladesh accusent l'Inde d'avoir libéré l'eau de barrages, causant une montée des eaux brutales. L'Inde, elle aussi touchée par de fortes pluies, a répondu que ces lâchers étaient automatiques. En Finlande, un très grand nombre d'arbres morts ont été signalés dans le sud du pays cet été. Il s'agit de pins. Plusieurs chercheurs estiment qu'il s'agit d'un phénomène en lien avec le changement climatique. Les endroits les plus touchés sont des zones côtières, rocheuses, dont le sol, stérile, est facilement exposé à la sécheresse. Les scientifiques s'alarment et s'interrogent. Les insectes nuisibles et les maladies issues de champignons pourraient être la cause de ce phénomène. On va terminer ce journal avec une découverte exceptionnelle, c'est même la plus importante depuis 120 ans. Au Botswana, un diamant hors norme a été retrouvé aujourd'hui par une compagnie minière canadienne. Il tient à peine dans la paume de la main, mais il compte près de 2500 carats, un précieux petit caillou dont va nous parler Ilham Cheblaoui. Ce gemme qui se cachait dans le nord-est du Botswana est le 2e plus gros diamant au monde. Il fait près d'un demi-kilo et en termes de carats, il n'est pas loin du Cullinan, découvert dans le pays voisin, l'Afrique du Sud, il y a plus d'un siècle. Et il est fort probable que d'autres pierres précieuses soient retrouvées grâce à la nouvelle technologie de détection par rayon X, selon l'un des plus grands bijoutiers d'Europe en ligne. Aucune précision en revanche sur sa valeur ni sa qualité, mais selon le Financial Times,
Times, la pierre pourrait valoir plus de 40 millions de dollars. Une découverte qui fait bien des heureux du côté de la société minière canadienne Lucara, mais aussi du côté du président botswanais Mokgweetsi Masisi qui se projette déjà. Avec un diamant de cette taille, on peut construire des routes, a-t-il souligné. Quant à Lucara, elle s'engage à verser au gouvernement botswanais 10% de la valeur brute des ventes de diamants produits à Karowe. Ce journal en français facile est terminé. Merci de l'avoir suivi. Merci à Thomas Manval à la technique. Et rendez-vous lundi à 16h, temps universel, avec Adrien Delgrange qui sera de retour.